je vais donc commencer par introduire Romain Mathieu, qui est historien de l'art. Il enseigne à l'ESSADS ainsi qu'à l'université d'Aix-Marseille. Il est également rédacteur dans la revue Art Press. Et d'ailleurs, dernièrement, il fut commissaire de l'exposition Après l'école, Biennale Art Press des jeunes artistes, Saint-Étienne 2020, première édition d'une vaste biennale stéphanoise réalisée en partenariat avec Art Press, mettant à l'honneur, comme son nom l'indique, des productions de jeunes diplômés d'école d'art nationale, dont une grande partie était présentée ici même, au Musée d'Art moderne. Jérémy Setton est artiste plasticien. Il travaille à Marseille et enseigne à l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence. Sa pratique personnelle se construit à travers divers médiums tels que la peinture, la vidéo, l'installation. Il produit des dispositifs illusionnistes très déroutants pour l'œil du spectateur, réalisés grâce à un usage complémentaire de lumière et de couleurs, à travers plutôt de peinture ou comment dire, je vais y venir. On va y venir. Pas de couleur, justement, je voulais pas dire ça. À travers ces cheminements plastiques, Jérémy Setton discute les liens établis entre le réel et son image. Je vous cède la parole. Merci. Et puis, nous voudrions remercier les organisateurs de cette journée et le musée qui nous accueille. Alors, donc on va faire un entretien tous les deux, mais je vais d'abord commencer par vous présenter un petit peu le travail de Jérémy, et puis ensuite on passera à une phase où plus de discussion et de questions. Lorsqu'on aborde l'œuvre de Jérémy Setton, on se confronte immédiatement à une difficulté qui est celle de montrer ce travail par la photographie. Alors, ceci pour deux raisons. Une première qui est commune à beaucoup de travaux. La première, c'est la suppression évidente de la matérialité et de l'expérience physique qui joue un rôle important dans le travail de Jérémy. Mais aussi et surtout parce que la photographie va figer par nature un mouvement de basculement entre ce qui est vu et ce qui est représenté. Et c'est ce mouvement qui est au centre d'une démarche de l'artiste, comme on va le voir maintenant. La mise en défaut du regard qu'il y a dans le travail de Jérémy est en même temps une puissance de révélation, non pas du vrai, mais du doute, de la réversibilité du vrai et du faux. Et c'est cet aller-retour permanent qui, d'ailleurs, distingue le travail de Jérémy d'un mécanisme d'illusion ou d'illusionnisme ou de ce que l'on pourrait croire proche de l'op art. Alors, pour revenir un peu sur les œuvres de Jérémy Setton, en 2010, l'artiste a abandonné la peinture sur tableau pour investir l'espace réel, et c'est à ce moment-là qu'il réalise le bureau que vous voyez ici, qui est une pièce au mur rouge, puissamment éclairée avec une seule source lumineuse, dans laquelle les objets semblent flotter, puisqu'ils sont dépourvus d'ombre portée. En effet, le peintre est intervenu avec la couleur sur le sol et les murs pour compenser les différences de valeur et rendre ces ombres imperceptibles. Alors, on songe à l'atelier rouge de Matisse par le choix de la couleur, mais également par cette perception plane de l'espace dans laquelle les objets se découpent. Si la peinture investit l'espace réel à ce moment-là, inversement, le spectateur, du coup, fait l'expérience de rentrer à l'intérieur du tableau et découvre d'abord un espace plan, un espace optiquement sans profondeur. En circulant dans la pièce, c'est ce que vous pouvez voir ici, l'ombre du spectateur va révéler celle des objets qui apparaissent en négatif dans sa propre silhouette et semblent traverser pour dessiner leur empreinte lumineuse sur les murs et le sol. Le travail inversé des ombres opère ainsi dans l'espace d'exposition un transfert du vocabulaire du tableau. Traditionnellement, les ombres font naître les volumes, définissent l'espace, permettent de figurer. Elles font naître l'image, ou plutôt la croyance en la vérité de l'image bidimensionnelle. A contrario, dans la pièce, la perception du réel est troublée et vient se superposer à la perception de son image bidimensionnelle. Le regard passe de l'un à l'autre sans pouvoir se fixer. Je vous montre quelques images qui restituent un petit peu cette expérience. Image d'ailleurs que Jérémy d'habitude évite de montrer. Celle-ci non, c'est celle d'après. Voilà, celle-ci. Vas-y. Je peux dire un petit
Ouais. Juste un mot là-dessus, si tu reviens sur celle d'avant. Oui, ça c'est les images que je montre qui sont pas l'œuvre, puisque l'œuvre a été détruite. C'est une... Tu peux enlever ton masque. Vous m'entendez là? Ça, c'est des images que je montre qui ne sont pas l'œuvre en tant que telle, puisqu'elle a été détruite. Mais là, on voit juste une pièce étrange qui est photographiée. Mais évidemment, ce qui compte, c'est l'expérience de cette pièce qu'on ne peut pas rejouer aujourd'hui. Mais on rentre dans un espace où il y avait une ampoule très violente, très forte au plafond, de 1000 watts. Nous, on a une ombre très forte à nos pieds. On se fait le témoin du réel. Et on déambule dans un espace qu'on ne comprend pas bien, dans lequel on comprend ou on ne comprend pas, mais en tout cas, il n'y a pas d'ombre, aucun objet ne produit d'ombre dans cet espace. Et c'est ce que vient d'expliquer Romain, c'est que j'ai compensé les ombres par la couleur. Et donc, alors ça, c'est c'est un moment du démontage, c'est ça que je ne montre pas d'habitude, c'est un moment du démontage où on voit l'ombre réelle des objets et de la table que je suis en train d'enlever au moment du démontage. Et donc il y a cette éclipse qui se révèle d'une certaine manière, où il y avait les deux réalités, la réalité de la pièce physique et la représentation de la pièce d'une certaine manière, c'est-à-dire ma compensation, mon éclaircissement de toutes les ombres en couleur. Voilà. Par la suite, Jérémy va initier la série des bifaces, qui sont des volumes géométriques éclairés d'un seul côté et dont l'arête fait face au spectateur, découvrant dans la partie supérieure une seule surface de couleur qui semble abolir le volume. Les bifaces ont été peints pour que la couleur claire dans l'ombre et la couleur sombre de la face dans la lumière se compensent précisément. C'est un travail qui est intuitif, par succession de couches pour accorder, on pourrait dire au sens presque musical du terme, autant que pictural, les couleurs et la lumière. Lors de leur exposition, l'intensité de cette lumière projetée doit à nouveau composer avec celle du lieu, rendant d'ailleurs solidaire la perception de la couleur à l'espace physique. L'accord des deux faces, supprimant tout contraste, produit dans l'œil l'impression d'une continuité et fait apparaître une surface d'une couleur unique, que l'artiste nomme la couleur en creux par opposition aux deux couleurs matière qui sont peintes sur chaque face. Il y a ainsi un passage de la matérialité du volume coloré à l'image d'un monochrome perçu par l'œil. Et là, vous pouvez apercevoir en effet le volume avec ces deux faces. C'est une série des bifaces, donc peut-être qu'on reviendra dessus dans la discussion. Tracing Faces, qui est l'œuvre que vous voyez ici, réalisée en 2014, et on assiste dans cette œuvre à la projection d'une photographie en noir et blanc sur un panneau où l'artiste a compensé au fusain les contrastes d'ombre et de lumière. La projection de la photographie est ainsi effacée et ne se traduit que par une masse d'ombre chinoise. Lorsque le spectateur s'intercale entre l'image et le projecteur, il dévoile dans son ombre les traits en négatif des personnes, tandis qu'apparaît sur son dos la photographie originale. Voilà, on a la projection sur le dos, tandis qu'on voit le dessin sur le mur. En 2017, Jérémy Seton réalise une série de dessins au Savon d'Alep. Ces dessins représentent des photos retrouvées dans ses archives familiales qui montrent la famille de son grand-père en Égypte au cours de leur migration qui les mena de la Syrie à la France dans les années 30. Le gras du savon se substitue à l'huile de la peinture. Il s'identifie au médium traditionnel du peintre, évidé de sa charge colorée pour ne laisser que des traces résiduelles. Ces dessins apparaissent ainsi comme la persistance d'une mémoire entre présence et effacement. Il y a donc dans l'œuvre de Jérémy Seton une utilisation de différents médias, mais qui sont indexés à la peinture et au dessin. L'artiste se définit d'ailleurs comme peintre. On peut remarquer que le dessin peut-être prend une place plus importante depuis quelques années dans ton travail. Néanmoins, il irrigue ta pratique, il est présent de manière plus ou moins décelable dans une grande
partie de ton travail. Par exemple, le bureau, qu'on a vu tout à l'heure, est d'une certaine manière un travail de dessin, de définition de forme, mais le dessin apparaît aussi beaucoup plus directement dans un ensemble d'œuvres où il est le médium à part entière. On pourrait voir d'ailleurs dans l'ensemble des œuvres se décliner une sorte de tension entre la forme et l'informe, la ligne et la couleur, le dessin et la peinture. Tu remarquais ainsi qu'une grande partie du travail de réalisation des bifaces consiste à effacer la ligne qui se situe entre chaque face. Alors pour commencer cette discussion, peut-être que tu pourrais revenir sur la place du dessin dans ton travail et également, on peut observer dans ce qu'on vient de voir que le dessin, lorsqu'il est utilisé plus directement comme médium, est associé à la photographie. Donc, voilà, comment le dessin plus généralement intervient et plus précisément dans sa relation à la photographie. Oui, comme tu le signales, je me définis davantage comme un peintre que comme un dessinateur, si on peut dire. C'est ma famille vient, ce que j'ai regardé plus jeune vient plus du côté de la peinture, mais bien sûr le dessin est important, et après j'ai l'impression que le dessin il intervient dans différents cas de figure et parfois de manière très différente, c'est-à-dire que dans la pièce du bureau par exemple, quand j'ai effacé ces ombres, d'une certaine manière il y a le dessin des objets qui est partout dans l'espace. Et c'est la couleur en fait qui me permet d'effacer ces ombres, mais le dessin il se résume à la silhouette de l'objet, alors que dans des pièces comme Tracing Faces, là je suis plus directement dans un geste de dessin avec un outil du dessin, ce qui pour moi pose un peu la question de la définition aussi du dessin. Je me suis demandé dans quel cas je suis en train de dessiner, dans quel cas je suis en train de peindre. Il me semble finalement, bon, il y a plusieurs façons d'approcher ça. Le conservateur de musée, il a sa classification pour le dessin, c'est peut-être que ça va être sur du papier et ça va dépendre de là où il va le ranger dans ses réserves. Moi, en tant que praticien, ce qui m'intéresse, c'est le geste associé à ces médiums. Quand je fais un dessin comme les dessins au savon d'Alep ou les Tracing Faces, il me semble que ce qui fait que c'est du dessin, c'est pas que l'outil, parce que Tracing Faces c'est fait au fusain, mais les dessins au savon d'Alep, ça s'apparente plutôt à de l'aquarelle en termes de geste avec le pinceau. Mais ce qui fait que c'est du dessin, c'est peut-être que le fond, le blanc du support est laissé en réserve, et donc je monte les ombres d'une certaine façon, et ça pour moi c'est un geste de dessin. Quand je fais une peinture, une représentation picturale, les blancs ils viennent après, c'est pas le support qui fait le blanc, c'est la matière qui vient couvrir les dernières couches pour amener la lumière. Donc c'est une inversion entre la lumière et l'ombre, entre les fois où je suis plutôt dans un geste de peinture et plutôt dans un geste de dessin, il me semble. Et sur ton utilisation de la photographie, et peut-être en même temps, en tout cas pour Tracing Faces, pour les savons d'Alep c'est un peu différent, mais pour Tracing Faces, on voit qu'il y a la photographie, et il y a également un dispositif qui accompagne le dessin et la photographie. Comment s'articulent ces éléments, comment ils interviennent à un moment donné dans ton travail? Sur le dispositif de Tracing Faces, je peux déjà le réexpliquer plus directement. Il s'agit de... Mais peut-être qu'on anticipe un peu sur... ou alors on avance sur les... Je sais pas, je triche. Tu triches. Non, mais... Je vais essayer de me concentrer aussi sur ce qui est présenté comme ça, parce que comme ça, oui, il y a une correspondance plus directe entre... Tu veux revenir à Tracing Faces? Je ne sais plus où c'est. Comme tu veux, mais sinon on fait dans l'ordre de la présentation, c'est plus simple. Voilà.
Oui, le dispositif est important. En fait, ce qui m'intéressait dans cette pièce, c'est que le dispositif soit présent, le dispositif qui permet de faire le dessin reste présent. Très souvent, on a parlé tout au long de la journée, il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des dessins d'après des photographies, et souvent c'est par projection. Et là, ça m'intéressait que la projection reste présentée dans l'exposition. Il ne s'agit pas de montrer un dessin fini hors de son contexte, mais il s'agit de parler d'une expérience, de l'émergence de l'image ou d'un résidu de l'image. Et ça implique que ça reste dans un dispositif. C'est aussi une manière d'affirmer que ce dessin qui est fait, il ne vient pas de nulle part, il vient d'une empreinte, il vient d'une source, et c'est un peu comme dans le bureau où il y a la superposition du réel qui est la pièce avec ma peinture qui est l'empreinte de la pièce sous l'angle de l'ampoule, et là où il y a le réel le réel. Qu'est-ce qui est plus réel, qu'est-ce qui est plus matériel? Est-ce que c'est la projection ou est-ce que c'est mon dessin? Ça, c'est à chacun de le percevoir comme il veut, mais en tout cas il y a la superposition des deux. Mais cette utilisation de la photo associée au dessin, c'est une photo qui est également une photo qui est ancienne. Je ne sais pas si ça se perçoit là dans les images que j'ai montrées. Il y a quelque chose d'un écart temporel qui se perçoit immédiatement. Et c'était ce que je demandais comment puisque quand on regarde l'évolution de ton travail, tu étais d'abord sur des formes de présence sans image, quand on voit les bifaces notamment, et c'est après qu'intervient cette question de l'image photographique associée au dessin. Sur ce genre de projet, c'est important pour moi que ce devienne une image d'archive. Mais peut-être ça vaut le coup de montrer les deux images desquelles je suis parti pour parler de ça plus concrètement. Voilà. En fait, c'est plus simple, excusez-moi, de vous expliquer comment ça s'est passé, parce que sinon, je préfère être très concret. Je suis invité dans une résidence à ce moment-là. Et juste avant, je suis retombé sur une photo de famille, de ma famille, qui m'intéressait beaucoup, et ça faisait pas mal de temps que je réfléchissais à cette image. Et d'un coup, tu peux montrer la suivante, s'il te plaît. J'ai un appel de quelqu'un de ma famille qui me dit « Tiens, j'ai retrouvé un autre exemplaire de la photographie qui t'intéresse dans les tiroirs d'une autre personne de la famille, mais il me semble qu'il manque quelqu'un. » Et d'un coup... je me dis comment ça il manque quelqu'un, ils ont changé de photographe, ils se sont déplacés, non il manque quelqu'un, c'est la même image et il manque quelqu'un. Donc évidemment si on oscille sur les deux images, on voit bien qu'il y en a une qui a 10 personnages, 10 personnes, et l'autre qui en a que 9. Donc il y a eu clairement ce qu'on appelait je crois un caviardage, un effacement d'un individu qu'on a vu dans des événements politiques il y a longtemps, mais qui dans une photo de famille est quand même plus étonnant. Et là, on remarque qu'il y a un faux buisson, un faux arbre, et qu'il y a sans doute quelqu'un, alors c'est une photo qui date de 1934, et j'ai estimé que la retouche avait été faite en 1937, par regroupement, par recherche, et il semblerait que un photographe peut-être, ou quelqu'un sans doute de professionnel, ait fait un geste de Photoshop avant l'heure et qu'il ait dessiner un faux buisson ou un faux arbre pour dissimuler un des personnages. Et j'ai eu envie que mon exposition réponde à ce geste d'effacement. C'est-à-dire que dessiner pour effacer. Il ne s'agit plus de dessiner pour faire apparaître, mais il s'agit de dessiner pour effacer. Et cette photo me renvoyait ce qu'on sait tous, une photo, c'est pas une présence, une photo, c'est une absence d'un individu. Pour moi, c'est un fantôme. L'image se comporte comme un fantôme, et d'un coup ce fantôme au milieu des fantômes, celui qui est encore moins là que les autres, ou alors encore plus là par son absence,
par le trou qu'il laisse, par le vide qu'il laisse. Et ce paradoxe de la personne qui a dessiné pour effacer, tout ça était pour moi beaucoup d'éléments qui ont fait que j'ai voulu interroger ce geste. Et c'est là que j'ai commencé à créer mon dispositif. Je vous passe sur le temps d'élaboration du dispositif. C'est facile de dire, je vais projeter l'image et effacer cette image. En fait, c'est pas si simple. J'ai mis un éclairage moyen, il fallait que j'ai une lumière intermédiaire, j'ai projeté cette image sur le mur et j'ai commencé avec un fusain à monter les noirs de l'image, c'est-à-dire amener toutes les parties claires de l'image au degré par hachure, avec un geste très, très sobre, très en retrait, par hachure, amener toutes les parties les plus sombres de l'image, les plus claires de l'image projetée, à la dimension la plus sombre de l'image. Et en fait, de fait, au fur et à mesure de l'élaboration de mon dessin, j'étais en train de faire l'empreinte de la photographie et quelque chose qui s'apparenterait à une forme de négatif de l'image, sauf que le négatif, normalement, il est vecteur pour produire l'image, il anticipe l'image, alors que là, c'est un négatif qui suit l'image. Et donc tout ça est au service de l'effacement de cette image et questionne ce geste-là de dessiner pour effacer. Mais en même temps, j'ai bien conscience de la violence de ce geste d'effacement. Et ce qui m'intéressait, c'était de créer un dispositif qui soit au service de la révélation et de l'apparition. Si on voit donc là, je ne sais pas ce qu'il y a comme photo après. Alors bon, ça c'est encore, là c'est ce que je viens de vous décrire. Ça aussi, ça fait partie des images que je ne montre pas. Si je me permets là de vous montrer ces images-là, c'est parce qu'on n'est pas en présence de la pièce et que c'est une manière de montrer l'élaboration et le dispositif. Donc finalement, plus je dessinais dans mon temps de résidence, pendant ce projet, plus je dessinais, moins il y avait d'images à voir. Plus mes hachures avançaient, moins il y avait d'images à voir. Et à la fin, cette image est complètement effacée et l'exposition, c'est l'expérience de la réapparition de l'image. En fait, on efface, si on montre du coup de nouveau l'image neutre de l'exposition, donc l'image terminée, on est face à quelque chose qui s'apparente à une continuité grise, une silhouette de groupe, et en même temps très vibrante. On sent que c'est pas un monochrome fait rouleau. Il y a de la lumière, mais il y a du fusain, il y a tout ça en même temps. Et c'est comme si ce monochrome contenait en lui-même sa propre disparition et la propre émergence de l'image. Et ce qui m'intéressait, c'était que ce soit la personne, le regardeur, le visiteur, qui arrive avec son corps et qui vienne rentrer dans ce dispositif. C'est amusant de voir que les gens n'osent pas couper la projection, parce que c'est une espèce de tabou à couper la projection. Quand il y en a un qui se lance pour essayer d'aller voir de plus près ce qui se passe dans ce gris, il se rend compte que c'est dans son ombre qu'apparaît non pas l'image, mais l'empreinte et le résidu de l'image. Et non pas l'image dans sa totalité, mais une partie partielle de l'image. Et l'image dans l'image première, si on peut dire, enfin première, c'est une projection d'une image des années 30, donc c'est déjà une image seconde. Mais cette image projetée, en tout cas, elle se retrouve que dans le dos de la personne qui regarde. Donc cette personne ne peut jamais avoir accès à l'image. Elle n'a accès qu'à un résidu, et c'est qui est le dessin, hein, vous l'avez compris. Elle a accès qu'au dessin et pas à la photographie. Et c'est le déplacement de son corps qui permet de lui dire qu'est-ce que son œil va pouvoir regarder, ou avoir quelle partie son œil va pouvoir avoir accès à l'image. Donc c'était pour moi une réponse à cette photographie. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur la source de cette image, sur la partie narrative autour de cette image, le pourquoi de l'effacement. Mais d'une certaine manière, ce que j'ai voulu garder avec cette installation, c'était la question du fantôme, en fait. C'était qu'est-ce que c'est qu'une image. C'est un fantôme, c'est une chose qui n'est pas là,
Et ce qu'on en voit, c'est toujours un résidu, une bribe. Après, ce que je ne dis pas là, c'est qu'il y a aussi un émerveillement de l'apparition de l'image. Et moi, j'aime beaucoup cet aspect-là aussi. Enfin, c'est aussi un aspect qui m'intéresse, c'est-à-dire le moment de la révélation. Pour ceux qui ont pratiqué la photographie argentique, il y a quelque chose d'extrêmement jubilatoire dans l'image qui apparaît. Et c'est une installation qui transporte une certaine violence dans la question de l'effacement, mais qui en même temps génère quelque chose de l'ordre du plaisir aussi, de l'émergence de l'image, comme si on était dans la caméra obscura, ou comme si on était dans un dispositif de mémoire où on a le résidu, le bribe de ce qui reste de cette mémoire-là, et quelque chose symboliquement qui serait dans le dos, qui ne serait jamais donné à voir, qui serait la source de tout ça. Tu as dit beaucoup de choses peut-être sur lesquelles j'aurais envie de revenir, et peut-être pour ça, j'ai utilisé une image que je t'avais demandé pour aujourd'hui, parce que je la trouvais intéressante, puisqu'elle met en relation les bifaces et les dessins au savon d'Alep, où il est aussi question quand même d'une absence. On va en reparler après, tu vas expliquer, mais je trouvais que c'était intéressant cette photo d'exposition, parce que quelque part, elle me permettait, moi, de visualiser d'une certaine façon ce qui relie ces différents travaux, qui est justement cette question de la relation à l'image et à l'absence dont tu viens de parler. Tu as parlé aussi du fantôme, puisque dans les bifaces, il s'agit bien d'une image qui nous apparaît, d'une image d'une surface monochrome, et qui en même temps, d'une certaine façon absente, puisque dans sa matérialité, et de même que le dessin, par la photographie, renvoie à une absence. Et donc cette question de la présence et de l'absence, elle me semble assez essentielle dans ton travail. Tu m'avais dit un jour, quand j'écrivais un texte sur toi, tu m'avais dit que les spectres n'ont pas d'ombre dans la littérature, et c'était quelque chose qui t'avait marqué. Oui, en fait, déjà en amont de ces pièces-là, la pièce un peu inaugurale de ce cycle sur les 10 dernières années de travail, quand j'ai quitté le tableau, comme tu disais, ça a été cette pièce du bureau. C'est-à-dire dans le bureau, il y avait ce fantasme un peu du peintre qui quitte le châssis et qui quitte le tableau, et où on va faire un espace entier dans lequel on va rentrer. Et il y a ce vieux fantasme du peintre, en tout cas de ce que j'étais moi comme peintre, qui consistait à comment on peut rentrer dans le tableau. Et effectivement, j'avais lu un peu la littérature 19e, vu des choses, et ce rapport à Peter Schlemihl, L'homme sans ombre, ou les fantômes qui n'ont pas de reflet. On a parlé de Narcisse tout à l'heure, évidemment, tout est là, les fantômes qui n'ont pas d'ombre. Je me suis dit, moi, si je voulais faire une peinture dans laquelle on rentre, oui, il y a les wall paintings, il y a des salles entières couvertes de peinture, il y en a plein dans l'histoire de l'art contemporain et récent, et c'est très bien, mais moi, si je voulais rentrer dans le tableau, qu'est-ce que je devrais faire à l'espace, au-delà de le colorer, puisqu'a priori on peut considérer que la peinture est du côté de la couleur, mais au-delà de colorer l'espace, qu'est-ce que je devrais apporter comme modification à cet espace pour qu'on ait une sensation. Je parlais de sensation tout à l'heure, ça ne se passe pas que dans la tête, c'est aussi une sensation corporelle, physique, de faire une transition vers quelque chose qui n'est plus la réalité connue du quotidien, mais qui est une réalité, comme si on rentrait dans une peinture. J'imagine que les sensations ne seraient pas les mêmes. Et là, donc, pour en revenir à ton histoire d'ombre, c'est l'ombre qui m'a permis de faire le trait d'union entre l'espace de la peinture et l'espace du réel. Parce qu'un réel privé de ses ombres, c'est un réel qui n'est plus un réel, c'est un réel qui s'apparente à une image. Et comme tu le dis, dans la littérature, les fantômes n'ont pas d'ombre, les spectres n'ont pas d'ombre. Donc les spectres, ça implique la lumière, parce qu'ils sont là et pas là à la fois. La lumière leur passe à travers, parce qu'ils sont pas là, et en même temps ils sont là parce qu'on les voit, mais comme la lumière leur passe à travers, ils produisent pas d'ombre. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Et du coup, en tant que peintre, j'ai effacé les ombres de cet espace. Ça permettait de
ressentir cet espace comme un espace quasi plan, comme tu as dit, les papiers découpés de Matisse, ça renvoyait à cette planéité du tableau, et en même temps à la réalité d'une profondeur qui serait à représenter. Alors, on a peu de temps encore, donc sur cette question de la présence et de l'absence, on l'a vu, ça a guidé un peu ton choix de Tracing Faces avec cet effacement qu'il y a vu dans la photo. Cette présence et cette absence, elles sont aussi dans le rapport entre le présent et le passé. Et peut-être que tu pourrais développer sur le contexte, mais peut-être pas sur Tracing Faces, sur les dessins au savon d'Alep. Oui. Et comment tu as utilisé ces photographies? Effectivement, peut-être tu peux remontrer celle où il y a et les bifaces et les savons d'Alep, comme celle où on peut rester directement là-dessus. Mais en fait, c'est aussi une résidence, ça. Une longue résidence en Allemagne. C'était dans un centre social qui accueillait des personnes précaires, et la plupart étaient en situation de migration, d'immigration. Donc elles arrivaient en Allemagne, et j'ai été invité sur ce projet. Moi, j'ai une histoire de migration dans ma famille qui était présente et en même temps lointaine, sur laquelle je ne m'étais pas encore énormément penché. Et il se trouve qu'on était en plein siège à Alep à ce moment-là. C'était en 2016-2017, vraiment au moment l'apogée de ces événements politiques, graves. Et je suis parti en Allemagne sachant que j'allais travailler dans un centre social d'accueil de migrants avec les gens sur place qui allaient m'aider à monter cette exposition, avec lesquels il y avait un partenariat qui allait se faire. Et moi, je suis parti avec une caisse de photos de famille que j'avais jamais regardée, que j'avais tirée des poubelles au moment de la mort de ma grand-mère. Et je suis arrivé avec ce bagage-là et cette guerre qui était en train d'éclater. Et je savais que mon père était né en Égypte, et en partant, mon père me dit « Mais tu sais que... donc mon grand-père était aussi né en Égypte, mais il m'apprend que mon arrière-grand-père était né à Alep. Et je me retrouve dans ce contexte avec toutes ces couches-là. Et je dis, mais moi d'Alep, je connais rien, donc je vais rencontrer ces gens, on parle un peu. Alors, ils venaient de tous les pays du monde, hein, pas que de Syrie, d'ailleurs assez peu de Syrie à ce moment-là. Et je dois me dépatouiller un peu de toutes ces strates que j'ai dans la tête. Et je me dis, je connais rien, je connais que cette espèce d'ambassadeur qui est ce savon. Alors, ça paraît évident, là, mais ce savon qui va partout dans le monde. Et j'apprends à ce moment-là que les usines du savon qui sont faits à Alep sont en train de quitter Alep à cause de la guerre. Donc ça fait beaucoup de choses. Et machinalement, j'ai commencé à faire des dessins de certaines photographies, un peu comme ça venait, des photos de famille. Et j'ai utilisé le savon comme un pain d'aquarelle à dessiner avec de l'eau et du savon, c'est-à-dire sans peinture, sans matérialité, sans picturalité dans son épaisseur, avec la connaissance que dans certaines techniques très anciennes de peinture, on mettait un brin de savon pour faire tensioactif, pour mélanger mieux le pigment avec le liant. Donc, je vais retirer à la couleur, à la peinture, tout ce qui est la peinture et ne garder que ce petit élément qui ne sert à rien pour faire des images d'archives personnelles, d'archives familiales. Et en fait, au moment où je mouille la surface, l'ombre, les images sont très contrastées, le support est mouillé, mais l'image s'évapore, parce qu'en séchant, elle s'évapore. Normalement, il ne reste rien. Si on dessine à l'eau, c'est des panneaux de bois, hein, c'est des supports en bois, normalement, il ne reste rien. Mais là, il va rester que ce résidu gras, c'est-à-dire le rien du tout de la peinture. Et donc, ça a produit des images qui ne sont pas des pleines images, d'une certaine manière, mais qui sont là encore des résidus d'images, qui sont des images évaporées, au sens premier du terme. L'eau s'est évaporée. Et il reste que ces bribes de traces d'images qui sont dues à l'accumulation des quelques couches que j'ai mises, où à chaque fois ça laisse un tout petit peu plus de résidus gras et ça me permet de monter mes ombres. Mais sur le choix des images, parce que je crois que c'est aussi là-dessus que tu portais ta question, en fait moi je produis peu d'images, ce qui fait peut-être aussi une différence avec des choses qu'on a entendues aujourd'hui.
l'installation de Tracing Faces, c'est presque une année de travail pour en arriver là, avec beaucoup des dessins préparatoires et de choses comme ça. Et les images au savon d'Alep, je crois qu'il y en a 8 ou 9, qui correspondent à des choix de photographie que j'ai pris dans les centaines d'images que j'avais dans ces albums photos. Mais je ne voulais pas me faire un spécialiste de l'image au savon, j'en fais des kilos et ça produit des images. À chaque fois que je pense que je fais une image, que je choisis une image pour en faire une pièce plus exactement, il y a un choix, il y a une espèce de nécessité ou d'évidence qui s'instaure au fur et à mesure de ma réflexion. Je ne pourrais pas appliquer ça à n'importe quelle image extraite de je ne sais où. Là, en l'occurrence, il s'agissait de ne garder des quelques images que j'avais dans cette boîte que celles qui étaient à la fois des moments familiaux d'une famille qui venait de Syrie, qui était en Égypte et qui partait en France, donc les migrants dans toutes leurs dimensions, ce qu'était même ma famille, mes grands-parents, et qui faisait réponse à l'énorme quantité d'images médiatiques qu'il y avait à cette période-là dans les médias qui couvraient la guerre à Alep et qui, moi, me mettait très mal à l'aise. Je trouvais qu'il y avait un grand voyeurisme ou obscénité, je ne sais pas comment le qualifier là, mais dans les images qui circulaient sur Internet, dans les médias, à la télé. Et je me disais, mais moi, je ne veux pas prendre des images actuelles dans les médias pour les dessiner avec ce savon, cette espèce d'ambassadeur, la seule chose que je connais de ce pays. Je choisis de ne pas faire ça. Je veux choisir mes images d'archives où je me sentais une forme de légitimité à utiliser des images qui étaient les miennes, dont j'étais héritier d'une certaine façon. Et en même temps, dans les choix, je vous disais, j'ai choisi celles qui étaient sur des zones de transition. C'est-à-dire que si on remonte les images au savon d'Alep, il y en a qui se passent en bord de mer, il y en a qui se passent dans la montagne, il y en a qui se passent sur une grille. Et c'est que des images où en général c'est mon grand-père avec sa famille qui déconnent, hein, qui se marrent, qui sont dimanche à la campagne et qui sont des images de famille comme on en a tous des kilos dans nos archives personnelles. Et en même temps, celles que j'ai sélectionnées, celles que j'ai choisies, c'est celles qui faisaient un peu écho à une médiatisation que je trouvais, une couverture médiatique que je trouvais contestable, en tout cas effrayante. Et j'avais l'impression que dans ces choix d'images, quand on voyait ces peintures, ces dessins au savon, on voyait l'image que je montrais, mais on n'arrive jamais vierge face à une image. On arrive avec ce qu'on trimballe dans l'esprit et avec ce qui nous environne dans la période dans laquelle on est. Et donc là, il y avait en même temps les images de la guerre qui pouvaient faire écho à ces images, mais ça n'en était pas. Et c'était ça que je voulais. Excusez-moi de vous interroger. Pardon. Excusez-moi de vous interrompre. On va peut-être poursuivre le dialogue avec le public et également avec Pascal. D'ailleurs, je l'invite à venir prendre ma place. Sinon, moi, j'ai une question pour Pascal Borel. Vous aviez évoqué, en fait, dans votre intervention, cette idée que la photographie, elle révèle ce que la lumière dissimule. Il y a cette part-là, en effet, mais la photographie, elle est toujours dotée, elle est toujours investie d'un secret. C'était une notion que j'avais entendue tout à l'heure dans une des interventions dans le public. Et ce secret-là, comment il se rejoue dans le passage au dessin? Est-ce qu'il est amplifié? Est-ce qu'au final, il est annihilé? Ou est-ce qu'on pourrait dire qu'il est déplacé, non pas dans ce que donne à voir l'image, mais dans le geste ou dans la technique graphique? Enfin, voilà, je ne sais pas si vous voulez. Cette histoire de situation ou de réalité ou de mode de vie, enfin de forme de vie qui serait évacuée par la lumière, enfin qui serait rendue invisible par la lumière, il me semble que ça en concerne certaines.
donc les étoiles que photographiait ou tentait de photographier Isaac Robert. Et puis quand on est médium, effectivement, les choses comme ça qu'on arrive mentalement à convoquer, elles préfèrent l'ombre, manifestement, enfin l'obscurité. Donc ça c'est une chose. Pour le dessin, j'ai l'impression, enfin, que ça, si on peut dire, ça plombe l'affaire, enfin, ça donne une épaisseur. Alors, vous disiez tout à l'heure, je crois, que ça se décolle, hein, c'est vous qui parliez du... Effectivement, en parcourant l'exposition, j'ai éprouvé ça que vous avez qualifié ainsi, que je n'arrivais pas à nommer, un effet de superficie un peu, comment dire, très tenu, enfin, comme si la substance se tenait dans un effet de continuum, et puis comme en décalage ou en lévitation par rapport au support. Pour ce qui est des images, enfin, des représentations des images de Noé, ou pour ce qui est des images, des plaques photographiques d'Isaac Roberts, moi ce qui me plaît beaucoup, c'est le fait que ça matérialise des choses qui n'ont, bon, a priori, au moins pour les esprits, pas beaucoup de matérialité. Ça les densifie. Oui, je passe enfin, c'est le mot de madame. Hein. Ça me fait penser à Virilio avec le concept de on a inventé l'avion, on a inventé le crash de l'avion. Et au travail ici qu'on peut avoir dans la collection, notamment aux œuvres de Vostell, de Wolf Vostell, peut-être certains d'entre vous ont eu la chance de voir et qui met en place tout son concept autour de la notion de décollage, collage, etc., etc. C'était juste un clin d'œil avec la collection, comme on est ici, autant en profiter. Moi, c'est une question pour M. Setton. Pour la présentation, on a utilisé tout à l'heure, ce matin, le mot de leurre. Et je trouve que la mise en avant des procédés, des moyens que vous utilisez, c'est un petit peu un leurre, parce que c'est ce qui attire d'abord le spectateur, c'est voir comment vous produisez cet effet, c'est sa matérialité. Et en même temps, du coup, on a une grande pudeur, une grande discrétion sur l'objet même. Votre intention est surtout sur le savon d'Alep. On a les photos de famille qui sont derrière et qui sont très peu exprimées, qu'il faut aller chercher. On voit ce que vous avez voulu dire avec l'immigration et les choses comme ça. Et en fait, il faut traverser ce leurre, qui est le moyen par lequel vous pouvez présenter ces choses qui sont de l'ordre de l'émotion et qui sont derrière. On est d'abord attiré par comment vous produisez cet effet. Un petit peu comme le feutre cache une réalité beaucoup plus dissimulée derrière, et soit par pudeur, soit pour adoucir, etc. Alors, la question du leurre, elle est présente dans certains de mes dispositifs, très, très clairement. Sur les biphases qui se voient comme des choses très abstraites, j'aime bien dire que c'est des images qui ont perdu toute leur narration, qui jouent sur des codes plutôt d'art minimal, on pourrait dire, mais qui ne restent de l'image que le leur. Ces surfaces planes sont des images sans images, c'est des images de monochrome, c'est pas des monochromes. Donc oui, la question du leurre,
pour moi, elle est récurrente dans certains dispositifs. Je la nommerai moins comme ça pour les dessins au savon d'Alep, où là, il y a peut-être un leurre, mais en tout cas, il y a surtout une image qui est très assourdie. Et il me semble que moi, je la vois en train de se faire, donc je vois bien comment elle est très ancrée dans mon support, très présente, très contrastée, et que dans les minutes qui suivent mes gestes, elle s'évapore, il n'en reste plus grand-chose, il reste qu'un résidu. Mais je crois aussi que comme elle est reçue quand elle est présentée ensuite, on a un moment de confusion où on ne sait pas si l'image est en train d'apparaître ou en train de disparaître. Parce qu'elle a un degré de retenue, cette image, qui fait qu'elle pourrait très bien être en train de disparaître ou alors en train d'apparaître. J'ai mis une autre, si tu veux en parler, par rapport à ça, qui peut... Ah oui, ça c'est une autre pièce qui est... Bon, là c'est pareil, il y a la difficulté de la présentation, ça s'expose sous forme de vidéo, cette pièce que vous voyez là. Ça se voit comme un très lent travelling d'un nuage sur un fond gris bleuté qui se déplacerait et qui coloniserait progressivement tout le champ. Ça se voit comme ça. Donc ça convoque l'image du ciel, toutes les images qu'on peut projeter là-dessus. Mais dans la réalité de ce qui a été filmé, c'est un monochrome gris que j'ai filmé en train de sécher. Donc en fait, on passe 12 minutes à regarder la peinture qui sèche, en croyant être en train de regarder un paysage. Moi, le seul artifice que j'ai fait, c'est que j'ai mis un ventilateur à droite, hors champ, de manière à ce que ça sèche avec une orientation. C'est ce qui crée le travelling. Et cette pièce est assez représentative d'une partie de mon travail, c'est que je questionne souvent ce que j'appelle les grammaires de la peinture. Le séchage en est une, qui n'est pas souvent convoquée dans le travail, mais qui est très concrète. Quand je fais mes bifaces, le degré de différence qu'il y a entre la couleur sèche et la couleur foncée, il n'est pas tolérable par mon dispositif des bifaces, puisque je cherche à équilibrer deux valeurs, et si j'ai trop d'écart entre les deux, ça ne fonctionne pas, parce que l'œil ne croit pas à la continuité et à l'effacement de cette frontière entre les deux faces. Donc, plutôt que ça reste une contrainte, il y a un moment où j'ai produit une pièce où c'est plus la contrainte, c'est le protagoniste de la pièce. Et j'ai fait cette peinture, cette vidéo, je l'ai faite aux États-Unis quand j'étais en résidence à la Fondation Joseph et Annie Albers. Et j'étais avec une collègue artiste américaine qui m'a dit « Do you know the expression boring as looking painting drying ?» Donc c'est ma vidéo boring. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ou pas? Il y avait... Oui. Tu voulais dire un truc? Il y a une question au fond. Oui, c'était pour revenir sur cette notion, ce mot de leurre. Je ne sais pas, est-ce que c'est le bon mot? Parce que pour moi, en tant que regardeur, on n'a pas l'impression d'être trompé. Enfin, il n'y a pas de... vous interrogez les différents registres du visible, mais on n'est pas trompé. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à vendre, en fait. Ça, c'est sûr. C'est un problème, d'ailleurs, parfois. Ça, c'est pas vraiment une question, mais en deuxième partie, il y a cette... dans Tracing Faces, il y a ce côté de concomitance du positif, négatif, noir, blanc, etc. Et cette concomitance, en fait, loin d'annuler l'image, elle la décupe, elle l'ouvre, elle la déplie dans sa complexité temporelle. Oui. Et il y a
cette question du fantôme, enfin, et d'ailleurs fantôme, photon, enfin, avec il y a phonétiquement une sonorité qui est, voilà, avec ce corps présent qui va venir arrêter les photons et faire apparaître ces différentes couches dans l'espace. Voilà, c'est très touchant. Ouais, c'était pas une question. Je préfère le mot leurre que le mot trompe-l'œil, effectivement. Vous l'avez dit en creux, mais effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'émergence des images ou la compréhension de qu'est-ce que c'est qu'une image, même si je ne produis pas vraiment des images au premier degré du terme. Et donc, c'est de questionner par des dispositifs cette chose-là. Il y a parfois un moment, si ce n'est de l'heure, en tout cas de doute ou d'incompréhension, qui est nécessaire pour susciter la curiosité du regard et pour aller chercher ce qui se passe là-dessus. C'est un leurre dont tous les éléments, c'est un équilibre précaire, dont tous les éléments sont là pour être démontés. Et ce qui fait que c'est démonté, cet équilibre précaire, il est rompu par l'immersion du corps du spectateur, du regardeur, du regardeur dans le dispositif. Il vient mettre un caillou dans cet équilibre précaire que constitue l'objet peint, la lumière, l'espace, comment la lumière est renvoyée dans cet espace. Et donc il y a un moment de doute, un moment à résoudre qui peut être résolu, mais ce que je crois, enfin ce que j'espère, c'est que quand il peut passer par la compréhension, il peut être résolu, mais l'expérience sur l'image perdure, même une fois qu'on a plus ou moins compris le dispositif. On peut aussi ne rien comprendre du dispositif, c'est arrivé. Hein. Dans la pièce Sans ombre, j'ai eu beaucoup de réactions très étonnantes, assez fascinantes d'ailleurs. Des gens qui m'ont dit « il a gratté les ombres ». Je trouvais ça fascinant. J'ai essayé de me représenter, qu'est-ce que ça voulait dire. Il a gratté les ombres. Ou il a mis du citron, alors ça renvoie à des vieux fantasmes voilà. Non, j'ai dit, moi j'aurais répondu, je suis peintre, je ne suis pas magicien. Donc j'ai cherché par la couleur à faire l'inverse de ce que je faisais quand je faisais les tableaux. Quand je faisais des tableaux, je créais du leurre aussi de l'image et je cherchais des rapports colorés, souvent ombre-lumière, pour créer du volume, créer de la profondeur. Quand je suis sorti du tableau pour rentrer dans l'installation, enfin, ou dans ces dispositifs qui questionnent ces choses-là, d'une certaine manière, j'ai fait l'inverse. J'ai cherché à retirer quelque chose de la profondeur, retirer de l'information, là où on en ajoute sur le tableau blanc, de manière à retourner à un endroit qui questionne l'image et qui questionne le tableau lui-même, finalement. C'est justement dans cet espace de doute et de questionnement que, comme il y a quelque chose qui est non résolu, et vous interrogez ces régimes de visibilité, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'image reste dans la zone, enfin, ce que Marie-Josée Monzin appelle la zone. Enfin, il y a du sens en réserve, il y a de la puissance indéterminée qui est là, mais qui n'est pas survisibilisée et enfermée. Voilà. Quand vous avez projeté l'image de l'installation que vous nommez le bureau, est-ce qu'il y a... Moi, j'ai cru que c'était une image purement numérique. Mais ça me plaît bien aussi. Et je voulais savoir, ne l'ayant pas vu, si des personnes, quand on se trouble un petit peu de perception, de se demander si... Parce que vraiment, quand vous l'avez projeté, j'ai cru que c'était une création numérique. Et au-delà de ça, je trouve ça assez intéressant, parce qu'on a parlé de beaucoup de pratiques qui utilisent des photographies pour faire du dessin. Et là, vous avez peint, dessiné, et... La photographie que vous nous présentez, on a l'impression que c'est une nouvelle photo, mais qui serait numérique. Et
c'est pas vraiment une question, mais par curiosité, je ne sais pas si des gens ont eu ce trouble de perception. Il y avait, je crois, un vrai trouble de perception quand on était dans l'espace, qui était peut-être pas de l'ordre aussi clairement que ce que vous venez de l'énoncer, d'une sensation d'image type numérique. Mais en tout cas, ce que je voulais moi, et ce qui va dans le sens de ce que vous dites, c'est qu'on rentre dans l'image. En retirant cette ombre portée, je retirais quelque chose qui est l'ombre portée. Quand il n'y a pas d'ombre portée, c'est un fantôme, c'est irréel, c'est une image. Les architectes, ils rajoutent des ombres pour donner de la sensation de profondeur à leur dessin. Tant qu'il n'y en a pas, c'est plat. Et donc je voulais interroger la question de la profondeur de l'image en écho, pardon, la planéité de l'image en écho à la profondeur du réel. Donc oui, il y avait ce trouble plus ou moins conscient chez les différentes personnes. J'ai une personne, je me souviens, qui a fait le tour, qui est rentrée vite fait, qui dit « Oula, moi je reste pas ici, je sais pas ce qui se passe, mais je reste pas ici ». Il y a un truc qui était gênant dans le corps. Et d'autres, à l'inverse, qui étaient dans une espèce de sensation de velouté, un peu d'apaisement, de bien-être. Alors après, chacun son parcours, hein, mais en tout cas, que ça puisse opérer sur le corps, sur la sensation d'être dans l'espace, ça pour moi, c'était prouver que j'étais pas complètement à côté de ce que j'avais envie de faire au départ.